Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station est Banane avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. On parle de quoi ce matin en actualité internationale? On va parler de l'Afrique du Sud où la Cour constitutionnelle a rendu hier un arrêt sans précédent de toute l'histoire. Est-ce que le président a trouvé sa tablette, son iPad? Jusqu'à présent, non. Il n'y a pas... Mais c'est pas sérieux, Jean-Paul, c'est pas sérieux. Mais, comment on peut voler la tablette? Déjà, moi, je ne comprends pas comment un président qui est censé être surveillé et être dans un endroit sécurisé peut se faire subtiliser sa tablette. Ça veut dire qu'il y a déjà un manquement. Au niveau de sa sécurité. Voilà, au niveau de la sécurité, au niveau de l'organisation de l'événement. Parce que si on y introduit des personnes en soi, voler, c'est pas... Pour moi, ce n'est pas étonnant parce que c'est quand même un chef d'État. Donc, dans cette tablette, il y a forcément des informations compromettantes ou des informations classées secret défense ou des informations extrêmement importantes. Et donc, des gens pourraient subtiliser ça pour peut-être essayer de les monnayer ou essayer de faire du chantage, par exemple. Donc, en soi, pour moi, qu'on vole l'iPad du président sud-africain, M. Ramaphosa, ne m'étonne pas. Mais par contre, qu'on n'arrive pas dans les minutes qui suivent à savoir qui a volé, donc il n'y a pas de caméra, donc il n'y a pas un système de surveillance qui avait déjà été éprouvé ou pour véritablement empêcher ou dissuader que de tels événements puissent se produire. Ça, c'est ce que je trouve particulièrement étonnant dans cette affaire. D'accord. Donc, on revient sur la Cour constitutionnelle. Sur la Cour constitutionnelle sud-africaine qui a rendu un arrêt sans précédent, comme je le disais en introduction. Elle a condamné, donc hier, l'ancien président Jacob Zuma à 15 mois de prison pour outrage à la Cour. Alors, il faut savoir que depuis le départ de Jacob Zuma de la présidence sud-africaine en 2018, il fait face à de multiples accusations de corruption. Lorsque le président Cyril Ramaphosa est arrivé au pouvoir, à la suite de, si tu veux, l'éviction de Jacob Zuma, eh ben, l'actuel président sud-africain avait fait de la lutte contre la corruption son principal cheval de bataille pour essayer de redorer le blason de l'ANC, le parti au pouvoir sud-africain, qui était particulièrement éclaboussé par la multiplication de scandales de corruption. Et donc, il avait mis en 2018 une commission qui était dirigée par un magistrat qui s'appelle Raymond Zondo. Et le magistrat Raymond Zondo a été chargé donc de diriger cette commission de lutte contre la corruption pour essayer de s'intéresser sur les 9 années de présidence de Jacob Zuma et essayer de démêler le vrai du faux dans les multiples accusations de corruption et surtout de traquer les corrompus et les corrupteurs. Alors les corrupteurs, il y a 2 noms qui ressortent régulièrement durant les différents témoignages qui ont eu lieu au cours de cette commission. Il y a eu une 40aine de personnalités qui se sont succédées à la barre de cette commission, des hommes politiques, des chefs d'entreprise, des banquiers, des financiers, et tous mettent en arrière-plan 2 individus. À côté de Jacob Zuma, ce sont les frères Gupta. Alors, les grands frères Gupta, ce sont des Sud-Africains d'origine indienne qui ont été très très proches de Jacob Zuma durant son ascension jusqu'à la tête de la présidence sud-africaine et durant les 9 années de pouvoir. Certains témoins disent même que les frères Gupta étaient si influents auprès de Jacob Zuma que parfois même ils pouvaient arriver à soit déboulonner un membre de gouvernement, soit en imposer un autre, selon évidemment leurs intérêts. Et donc, ce sont ces frères Gupta-là qui sont régulièrement accusés d'être les architectes, si tu veux, de l'entreprise de corruption et de détournement massif de deniers publics qui a caractérisé les 9 années de présidence de Jacob Zuma. Et durant toute la période où Jacob Zuma où cette commission-là a siégé, eh ben, Jacob Zuma avait été appelé à plusieurs reprises à venir témoigner dans cette commission, mais à chaque fois, il a, avec ses avocats, chaque fois déposer des recours pour faire obstruction à une éventuelle convocation, arguant justement son droit au silence. Et donc, c'est en s'appuyant sur son droit au silence qu'il a justifié à chaque fois le fait qu'il n'avait pas à se déplacer pour venir témoigner auprès de cette commission-là. Et donc, le chef de la commission, le magistrat Raymond Zondo, n'a eu d'autres possibilités que de saisir la Cour constitutionnelle pour l'obliger à venir témoigner devant cette Cour-là. Et donc,
la Cour constitutionnelle a examiné, bien entendu, les arguments déposés par Jacob Zuma et elle a rendu un premier arrêté en janvier dernier. Dans cet arrêté, justement, elle estimait que le Jacob Zuma étant celui qui est au cœur de cette affaire, de ces affaires de corruption en Afrique du Sud, ne pouvait pas continuer à utiliser le droit au silence comme étant l'argument pour ne pas venir justifier des accusations portées contre lui. Et donc, elle avait décidé, cette Cour constitutionnelle, de lever son droit au silence et l'obligeant ainsi à venir témoigner devant la Cour anticorruption. Seulement, depuis lors, rien. Entre janvier et maintenant, plus de 4 convocations ont été destinées à M. Jacob Zuma, qui n'a jamais daigné y répondre et qui n'est jamais venu témoigner devant cette cour, cette commission, y compris même durant la forte période de la pandémie où la commission était obligée de travailler en virtuel. Et même là, jamais il avait été donné la possibilité de Jacob Zuma de répondre aux accusations de la commission portées devant lui, devant la commission, depuis même sa villa d'Nklanda dans le KwaZulu-Natal, mais il n'a jamais voulu daigner y répondre. Et donc, c'est fatigué en quelque sorte, et ne constatant que rien ne semblait pouvoir pousser Jacob Zuma à venir se présenter devant cette commission. Et pire encore, il s'était même fendu de critiques dans certains journaux et même sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, où il estimait que cette cour-là était partiale et il demandait même à M. Raymond Zondo de se récuser parce qu'il estimait qu'il n'était pas en capacité de pouvoir diriger cette commission-là. Et donc, la Cour constitutionnelle, qui est la plus haute juridiction de l'Afrique du Sud, a donc rendu son arrêté hier et a condamné Jacob Zuma à 15 mois de prison pour outrage à la justice, estimant que malgré ses multiples appels, Jacob Zuma, en refusant d'y répondre, il a en quelque sorte été responsable d'un déni, puisqu'il a même refusé d'appliquer l'arrêté de la Cour constitutionnelle qui l'obligeait à aller vers cette commission, et que donc force restait à la loi et à la justice et à l'administration de la justice. Et donc, à ce titre, la Cour l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement ferme et donc lui a donné 5 jours pour se rendre soit dans le commissariat de police de la ville de Kandla, dans le KwaZulu-Natal, ou au niveau du commissariat central de la ville de Johannesburg pour se rendre. Passé ce délai, donc jusqu'à dimanche prochain, s'il ne se rendait pas de lui-même, le ministre de la police ou le commissaire général de la police recevrait donc l'ordre de tout mettre en œuvre pour le saisir et le mettre à la disposition d'un établissement carcéral. Donc, en gros, maintenant, évidemment, donc, la prison ne semble plus être quelque chose d'évitable pour Jacob Zuma. Il sera certainement en prison. Est-ce qu'il va y aller de lui-même ou on va devoir voir comment on va venir le chercher de force? Maintenant, c'est à lui d'en décider. Il a jusqu'à dimanche pour se rendre à la justice et il entrera dans l'histoire comme étant non seulement le président qui a été le plus controversé dans l'histoire de l'Afrique du Sud, parce qu'il faut savoir que Jacob Zuma, c'est une histoire déjà en elle-même avec énormément de zones d'ombre. Alors certains disent que Jacob Zuma, par exemple, était l'un des acteurs de la lutte anti-apartheid. C'est vrai qu'il est entré dans l'ANC très jeune, mais d'autres estiment que souvent dans les périodes sombres de l'ANC où les leaders étaient pourchassés par le pouvoir sud-africain, on n'a pas vu Jacob Zuma faire preuve de beaucoup d'héroïsme, notamment au cours de ces périodes-là. Et Jacob Zuma aura de manière très intelligente, su traverser les époques et gravir les échelons jusqu'à arriver à la tête de la présidence sud-africaine en 2009 et expulser même et prendre cette présidence-là de manière presque brutale. On se rappelle des multiples manifestations parfois violentes qui étaient organisées par les partisans de Jacob Zuma pour arriver au pouvoir, et c'est ainsi qu'il avait pu s'imposer et obtenir le départ précipité de Thabo Mbeki, à qui il restait encore environ 1 an de présidence. C'est Jacob Zuma qui l'avait fait partir de force parce qu'il avait su prendre progressivement le contrôle de l'ANC, aidé en cela par l'actuel secrétaire général de l'ANC qui
soit dit en passant, est lui-même suspendu parce qu'il est soupçonné de corruption, notamment dans certaines affaires liées à celles pour lesquelles, évidemment, Jacob Zuma, lui aussi, fait l'objet d'accusations. Donc, une fois qu'il a expulsé Jacob Mbeki de la présidence, eh ben, il s'y a été installé et avait mis en place, avec les frères Gupta, toute, si tu veux, toute la pyramide, toute cette pyramide-là qui visait à se saisir de la plupart des deniers publics à travers des marchés publics qui étaient donnés de gré à gré et à travers des commissions qu'il s'attribuait. Et c'est ainsi qu'il s'est amassé durant ces 9 ans de pouvoir une fortune colossale. Alors, à combien s'élève cette fortune? Eh bien là, on n'est pas... Tous les experts ne sont pas d'accord sur le montant, mais ils savent que, évidemment, cette fortune-là est colossale. Et en plus, il y a eu des affaires graves, comme le fait qu'il ait réfectionné la totalité de sa résidence privée de sa ville d'Nkandla dans le KwaZulu-Natal avec de l'argent public. Et il avait même été condamné en 2019 à rembourser la somme de 15 millions d'euros qui avait été détournée pour justement réfectionner cette résidence-là. Mais évidemment, Jacob Zuma, même s'il va en prison la semaine prochaine, il reste quand même sous le coup de 7 chefs d'accusation de corruption et il devra même, depuis la prison, répondre à ces chefs d'accusation qui l'attendent. Donc, c'est clair qu'il va aller en prison. Maintenant, pour une durée que l'on ne connaît pas actuellement, on sait déjà qu'il va faire minimum 15 mois, mais il est clair qu'au bout de ces 15 mois-là, comment dirais-je, sa condamnation, son incarcération, en fait, soit prolongée du fait des chefs d'accusation qui l'attendent. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur la politique internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On était du côté de l'Afrique du Sud. Merci à tous les auditeurs bien connectés. On repart en musique avec Lacho et on se retrouve juste derrière. Stop Fresh Morning.